Rebonjour à tout le monde. Donc, nous sommes réunis pour la deuxième table ronde de ces rencontres professionnelles de la FEMS, qui nous permettent de nous pencher sur la question des expositions. Et la question qu'on peut se poser, c'est au-delà des questions de logique scientifique ou culturelle, c'est bien évidemment celle des publics. Et en quoi les différentes temporalités d'exposition, que ce soit les expositions permanentes, semi-permanentes, on a entendu ces mots, ou temporaires, mais sur quelle durée? Il y a du permanent, de longue durée. Alors voilà, cette question du temps, comment est-elle perçue du public et quelle est la logique que va avoir une institution pour choisir un mode de présentation, un mode de ces expositions? En quoi, au-delà de la déclinaison et de l'expression que l'exposition représente du projet scientifique et culturel d'un établissement, au-delà de ça, quelles sont les logiques qui prévalent et qui amènent à conduire ce type de rythme? Et qu'est-ce que le public, au final, en perçoit? C'est-à-dire, est-ce que l'injonction du public s'exprime? Est-ce qu'elle est réellement? Est-ce que les choix que font les établissements rencontrent les intérêts du public à un renouvellement de leur pratique d'une institution culturelle? Pour cela, nous avons 4 personnes et 4 institutions qui ont justement fait des choix. Alors, fait des choix, il faut voir aussi ce qui nourrit ces choix. Et est-ce que ce sont vraiment des choix, d'ailleurs? 4 institutions qui peuvent illustrer de façon très différente un rapport à cette question des temporalités et avec des publics très différents. D'abord, c'est Virginie Ollier, qui est directrice du Musée des Alpilles, qui prendra la parole. Voilà. Ensuite, Xavier de la Selle pour le Musée Gadagne. Ah ben, vous vous êtes mis d'ailleurs naturellement dans l'ordre. Sébastien Goecalp pour le Musée national de l'histoire de l'immigration. Et enfin, un collègue des Beaux-Arts, Bruno Girvaud du Palais des Beaux-Arts de Lille. 3 questions seront posées. Et tout d'abord, avec une célérité toute synthétique, pouvez-vous présenter votre institution et au regard de cette question notamment? Alors, bonjour à tous, et on va pouvoir faire défiler. Tu peux passer la première, ça va être... Pour vous présenter le Musée des Alpilles, je vais déjà vous parler des Alpilles. C'est une petite chaîne de montagne, en fait, d'une trentaine de kilomètres, d'une dizaine de kilomètres de long. Donc un paysage à falaises abruptes et une plaine maraîchère au nord, un relief de Piémont sur ce massif au sud, avec plutôt donc oliveraies et vignes, enfin paysage donc agricole. Dans ce massif, voilà la carte du parc régional des Alpilles, donc qui vous situe un peu donc cette petite chaîne entre Arles et Avignon. Le musée des Alpilles se trouve, donc vous voyez le massif au centre, et toutes les communes du parc des Alpilles sont réparties donc autour du massif. Le musée des Alpilles n'est pas un musée du parc, il est un musée communal, et il est à Saint-Rémy-de-Provence. Donc Saint-Rémy-de-Provence, c'est au nord des Alpilles, là où il y avait les M. Il est sur la place Favier. Voilà, il est ici, dans Saint-Rémy. Tu peux passer, voilà. Le musée est sur la place Favier. Il est installé dans un hôtel Renaissance, donc l'hôtel Mistral de Mondragon, classé monument historique. Il a été créé en 1919 par Pierre Debrun, qui était géologue, paléontologue, archéologue, qui est le premier fouilleur en fait du site archéologique de Glanum. Et il était installé dans la partie nord, en fait, ce qui est pour vous donc à droite, les 3 fenêtres sur la droite. Donc il était installé là et essentiellement consacré à l'archéologie. La collection archéologique a été déposée à l'hôtel de Sade, donc le Centre des monuments nationaux, dans les années 50. Et ensuite, le musée s'est tourné plus vers les arts et traditions populaires, folklore. Il a vécu donc son histoire. Dans les années 80, Evelyne Duré, donc, qui était passée au musée de la Camargue, arrive donc au musée des Alpilles, et elle va donc développer le musée donc plus avec un regard d'ethnologue.
faire des expositions temporaires qui vont construire le parcours permanent. Tu peux passer en 89 en fait, la ville a acheté la partie centrale et la maison en fait mitoyenne et elle a pu envisager un réaménagement du musée. Le réaménagement s'est fait entre 2003 et 2005 et a permis donc le développement du musée avec 3 espaces donc pour les publics. Un espace temporaire, d'exposition temporaire donc en bleu au rez-de-chaussée, l'espace des expositions permanents donc sur les 2 niveaux, donc premier, deuxième étage, et l'espace en rouge, un espace art graphique. Le parcours permanent, donc, non c'est bon. Le parcours permanent en fait, et je vais très vite du coup, hein, mais vous allez venir le voir un de ces jours, ça sera plus simple aussi. A pour objectif il traite les thèmes qui permettent de comprendre l'évolution du paysage naturel et humain de ce territoire. Donc tradition et créativité qui sont des marqueurs en fait importants sur ce territoire. L'histoire géologique puisqu'on a une collection géologie importante du fait de Pierre de Brun. Les ressources minérales puisque la pierre c'est la première ressource exploitée sur ce territoire. Mais vous voyez en tout petits espaces. C'est un hôtel particulier Renaissance, alors je n'ai pas donné mais en tout, l'exposition permanente, c'est 300 mètres carrés, hein, donc c'est vraiment des petits espaces. Tu peux passer sur la suivante. Le 2e étage est consacré plus à l'agriculture, avec donc une partie sur le terroir cultivé, les cultures sèches, donc c'est pour le territoire, en fait, c'est avant l'irrigation. Un espace donc je parle d'un espace, mais vous voyez, c'est juste une vitrine, ou un podium, hein, consacré au chardon cardaire, donc, qui est une plante qu'on dit industrielle, qui a servi à l'industrie textile et qui a été cultivée, développée, commercialisée à Saint-Rémy-de-Provence et dans les alentours, qui a fait la fortune de Saint-Rémy. Et ensuite, les graines de semences, qui sont donc là aussi une activité qui a fait la réputation, la renommée de Saint-Rémy, puisque Saint-Rémy vendait au monde entier des graines de semences. Donc ça, c'est pour le parcours permanent. Enfin, il y a d'autres espaces, hein, en fait, mais voilà, on va toujours assez vite. Et on a un espace donc, pour un musée il s'appelle Ethnologie et art graphique. On a un espace art graphique qui a été développé suite à un don d'un imprimeur saint-rémois, un lot d'affiches, un document imprimé, et ensuite le matériel de typographie qui a permis d'orienter le musée sur les arts graphiques, sur l'estampe en particulier. Et au moment de la rénovation, enfin, du réaménagement, il y a un cabinet d'art graphique qui a été donc créé, 18 mètres carrés, donc tout petit, mais qui permet donc de montrer en fait, donc, les collections plus fragiles en fait, que l'on a dans nos fonds de collection. Et la particularité de cet espace, là, je vais rapide, tu peux passer dessus aussi, c'est qu'il est exposé, mais aussi animé, puisqu'on y fait des ateliers, donc d'initiation à la gravure, d'estampes, donc pour les adultes, les enfants, et toutes sortes, ce qui fait de cet espace-là un lieu particulièrement vivant, en fait, au même moment de l'exposition. Et donc, on passe. Voilà. La transition. Merci. Alors, la transition est d'autant mieux faite que l'histoire de Gadagne, c'est à peu près la même que celle que vous venez d'entendre. Enfin, avec quelques petites différences quand même, mais au sens où les repères chronologiques sont quasiment identiques. La naissance de ce musée et son installation dans cet ensemble de bâtiments du XVIe siècle, alors on hésite à parler de Renaissance, parce que ce n'est pas vraiment une architecture Renaissance, mais c'est 1921, donc 2 ans après le musée des Alpilles, si j'ai bien retenu. Donc, fondation par Édouard Herriot d'un musée qui s'appelle Musée historique de Lyon, aujourd'hui musée d'histoire de la ville, musée d'histoire de Lyon, dédié à l'histoire de cette ville. Deuxième repère chronologique, les années 46-50. Là, on croise Georges-Henri Rivière qui propose à la ville de Lyon le dépôt de collection de marionnettes en 1946. Et quelques années plus tard, une grande collection privée va entrer également en étant déposée, mais en étant juridiquement collection musée des ATP, aujourd'hui MUSEM. Et ce qui permet en 1950 à Gadagne de devenir, outre musée d'histoire de Lyon, musée international de la marionnette, qui est le nom qui est donné à ce moment-là, donc quelques salles dédiées à la marionnette. Et troisième point de repère chronologique, la décennie 1998-2009, où ma prédécesseur Simone Blasi, qui arrive au milieu des années 90, qui trouve un Gadagne à peu près dans le même état que Muséum Art Latin, je pense,
enfin en tout cas la description qu'on a faite Dominique hier m'a fait penser à ce que m'a raconté Simone de la situation qu'elle a trouvée en arrivant. Et donc elle obtient du maire de Lyon de l'époque un grand projet de rénovation complète, avec un cabinet architecte qui va à la fois gérer la rénovation complète des bâtiments, mais aussi la muséographie de 2 espaces, l'un dédié à l'histoire de Lyon et l'autre, donc on peut peut-être passer un peu plus, dédié à l'histoire de Lyon. Donc ça, c'est les jardins de Gadagne, la cour, toujours, musée d'histoire de Lyon, donc un parcours de 1800 mètres carrés qui ouvre en 2009. Et puis un autre parcours, musée des marionnettes du monde, donc on change le nom. Donc d'un côté, un long tunnel labyrinthique chronologique où on met des collections du musée dans un dédale de salles, d'une trentaine de salles, donc de la fin de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Et puis pour les marionnettes, 9 salles qui présentent les collections, une sélection de marionnettes traditionnelles en ordre cette fois-ci géographique, c'est-à-dire Guignol à Lyon, et puis les marionnettes traditionnelles françaises, européennes, et puis quelques vitrines de marionnettes de culture extra-européenne. Et donc la période des années 2009, 2013, 14, donc ma prédécesseur, ouverture de ce nouveau musée, ce double musée, et donc une programmation d'expositions temporaires très intense, jusqu'à 2, 3, 4 expositions par an, qui font exister Gadagne dans le paysage culturel de la ville de Lyon, et des parcours permanents qui pendant ce temps-là se mettent à vieillir tranquillement, et dont je divulgage ce que je vais dire dans la deuxième séquence, mais sur le fait qu'ils sont d'emblée, et personne n'ose le dire à l'époque, complètement ratés. Je le dis d'autant plus volontiers parce que c'est de l'aveu même de Simone Blasi, qui a écrit un projet très concis, mais qui repositionnait Gadagne comme un musée de ville, et qui, en fait, à l'arrivée, ne le fait pas, pour toutes sortes de raisons que je ne détaillerai pas, mais qui ne relève pas évidemment de sa responsabilité complètement. En tout cas, il y a un décalage entre le propos qui était défendu comme concept de musée dès la fin des années 90, et puis la muséographie qui est faite à ce moment-là. Bonjour. Donc, le Musée national de l'histoire de l'immigration ouvre en 2007. Il est lancé dans les années 90, accéléré en 2002 lorsque, au second tour, l'extrême droite est au second tour, ce qui donne un sentiment de forte xénophobie en France. Et donc, d'où la nécessité d'avoir une réponse un peu sérieuse, avec le lancement par Jacques Toubon de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui ouvre donc sous Sarkozy, avec une démission du Conseil scientifique suite à la création d'un ministère de l'identité nationale. Le parcours est donc part de 0 collection. Il s'installe après moult réflexions dans ce palais de la Porte Dorée, avec une approche un petit peu paradoxale, puisque c'est un palais dédié aux colonies, qui se situe dans le 12e arrondissement, à côté du bois de Vincennes. Je ne sais pas s'il y a une autre diapo. Voilà, donc c'était le palais qui a été construit pour l'exposition internationale des colonies de 1931, qui occupait plusieurs dizaines d'hectares. C'est le seul bâtiment qui est resté en état, et qui ensuite, après cette expo de 31, va accueillir le musée des colonies, et puis à partir de 1966, le musée des arts africains et océaniens, qui lui-même va migrer au Quai Branly, et libérer l'espace pour ce musée de l'immigration, qui donc s'installe sur la couronne supérieure qu'on voit là en partie, au troisième étage, avec 2 espaces, un espace de parcours permanent, qui est donc conçu à l'ouverture en 2007, un peu avec ce qu'il y avait sous la main, et puis un espace d'exposition temporaire, 1 à 2 expositions temporaires par an. Et donc, voilà, on peut garder ça. La collection, il y a 3 axes de collection. Donc, le but de ce musée, c'est changer les regards sur l'immigration. C'est un musée d'histoire et un musée national. Donc, on a 3 collections. Une collection qui s'appelait ethnologique, qu'on appelle maintenant collection de société, qui sont, pour faire simple, des récits de migrants avec les objets qui les accompagnent. Là, vous avez la truelle du père de Cavana.
des documents historiques, soit des archives, soit des photographies, quelques tableaux maintenant, et puis une collection d'art contemporain qui avait été portée dès le début par Jacques Toubon et qui permet d'aborder la question de l'immigration avec une vision contemporaine et peut-être moins didactique. Et ces 3 collections qu'on fait fonctionner ensemble. Voilà. Et une des 3 collections était assez présentée dans un dispositif assez connu qui s'appelait la Galerie des Dons, qui n'existera plus. Mais voilà. Merci. Oui, tout d'abord, je voulais remercier la FEMS de cette invitation, parce que c'est inhabituel pour moi. Mais comme je défends depuis très longtemps l'hybridation des disciplines, je ne peux que me réjouir d'être là. Alors vous allez voir, je crois que j'ai trop d'images, mais j'ai une excuse toute trouvée. C'est un grand musée avec une grande collection. Vous allez voir, je vais faire étalage de puissance. Et vous voyez les chiffres, hein, c'est un des plus vieux et un des plus grands musées français, un des plus vieux, puisqu'il est créé en 1801, avec les 15 autres musées français qui sont créés par le décret de Chaptal. Un des plus grands, vous voyez, on affiche en 22 000 m², dont à peu près 15 000 sont ouverts au public. C'est surtout une très grosse collection qui va de la préhistoire au XXe siècle. On peut regarder les images, faire défiler les images suivantes. Donc il est composé d'un palais, puisque c'est son nom depuis l'origine, Palais des Beaux-Arts. Ce que vous voyez, c'est le dernier musée, et le 3e, qui est construit pour la première fois pour être un musée. Les 2 précédents bâtiments étaient se nicher dans des bâtiments préexistants ou dans un hôtel de ville. Et donc, il est inauguré, celui-ci, en 1892, pour ressembler à un palais et rivaliser avec la préfecture qui est en face, avec laquelle on nous confond parfois. Le musée sera entièrement rénové à la fin des années 90. On peut passer à l'image suivante avec, l'image est un peu difficile à comprendre, mais vous avez à l'arrière du bâtiment, du palais que vous venez de voir, et dont la façade arrière se réfléchit dans la façade de ce qu'on appelle le bâtiment Lame, parce qu'en raison de son étroitesse, qui est un bâtiment contemporain de Ibos et Vita, qui a reçu le prix Quint d'argent, et dans laquelle sont logés tous les services administratifs au moment de la rénovation. On a libéré entièrement le palais pour pouvoir le dédier totalement aux collections et à certains services. On peut regarder les images suivantes. Donc voilà, c'est un grand bâtiment. On le sait, l'architecture d'un bâtiment, pour un musée, c'est un avantage, ça peut aussi être un handicap. C'est un bâtiment intimidant. Il faut gravir un long escalier, vous rentrez dans ce vestibule que vous voyez à l'image. Voilà, cette image, parce que c'est pour vous donner une ordre de l'échelle de ce bâtiment. Ça, c'est le poumon, le centre du musée, l'atrium, une grande cour. À elle seule, fait 800 m². Pourquoi je la montre ? C'est parce qu'en fait, nous avons, depuis la rénovation, engagé un projet scientifique, la mise en œuvre d'un projet scientifique et culturel, donc qui a été validé par l'État il y a quelques années. Et donc, nous avons découpé en tranches, en étapes, et on refait, je précise, quasiment les autofinançants, chaque étape de ce projet scientifique et culturel. La première était l'atrium, qui est devenu un lieu de vie avec des services, notamment, on peut passer à l'image suivante, avec notamment des installations numériques qui permettent déjà aux visiteurs d'explorer les collections. Mais on peut passer à l'image suivante pour qu'on aille vite à la... Voilà, alors évidemment, ça va être... Là, je vous fais une enfilade de chefs-d'œuvre. Donc, c'est Raphaël à gauche. À droite, c'était, je crois, la descente de croix de Rubens, un des chefs-d'œuvre de Rubens. Le Festin d'Hérode de Donatello. On peut continuer pour les faire défiler. Bon, ça, c'est 2 icônes du musée qui ont fait l'objet récemment d'une exposition. Les jeunes à gauche, les vieilles à droite, de Goya, qui sont 2 des chefs-d'œuvre de Goya. Mais on a aussi une très belle collection 19e. C'est la Médée, un des plus beaux tableaux de la Croix à gauche. Et puis, vous avez vu Berthe Morisot par Manet. Et également de la sculpture, une grande galerie dédiée à la sculpture du 19e siècle avec la Grande Ombre de Rodin. D'autres chefs-d'œuvre, une galerie impressionniste. Vous voyez le Parlement de Londres à gauche. On peut continuer. Et puis, pour terminer sur le XXe siècle, Sonia Delaunay, avec des visiteurs qui ont parfois des tenues en adéquation avec les œuvres. Et puis, je crois que ça doit être la dernière image de cette première présentation. On a des objets singuliers qui ne sont pas tout à fait beaux-arts et qui sont les plans reliefs. On a un dépôt important de 15 plans, enfin 14 aujourd'hui. C'était la 2e étape du projet scientifique et culturel. C'est-à-dire nous avons entièrement repris cette salle. Voilà, je pense qu'ensuite j'ai plus d'images, vous dire qu'effectivement j'ai eu l'air de présenter le PBA comme un grand musée. Il se trouve que j'en parle pas aujourd'hui, mais j'ai une autre casquette, que je dirige le musée de l'Hospice Comtesse, qui est un petit musée avec de petits moyens, un musée un lieu patrimonial et
musée de l'histoire de la ville de Lille. Et ce que je voulais dire en parlant du Palais des Beaux-Arts, un grand musée, c'est que grand musée, donc une grande responsabilité, notamment sur les questions qu'on va aborder en matière de rythme des expositions et de peut-être remettre en question une forme de consumérisme, de la consommation culturelle des grandes expositions. Merci. Alors justement, pour parler d'articulation dans les expositions, et en commençant donc Virginie, donc on voit bien les arts graphiques et les collections ethnographiques. Quel est le choix? Est-ce qu'il est subi, choisi? À quoi on renonce? Qu'est-ce qu'il permet? Par exemple, comme un musée, comme le musée des Alpilles. Voilà. Il y a donc des choix qui sont faits au moment du premier PSC, donc, et du seul encore, puisqu'on l'a pas encore, on est en train de le revoir, qui définissait plusieurs temps d'exposition, le temps long de l'exposition permanente, le temps d'une exposition temporaire longue, dossier, et les temps plus courts liés aux arts graphiques, donc de 3 à 4 mois. Tu peux aller en fait donc dans cet espace art graphique, de la nature même des collections, on présente donc 3-4 mois. Des collections qui sont soit en fait celles du musée, donc la photographie, des papiers imprimés, des estampes en fait qui sont dans nos fonds, et aussi des artistes contemporains, graveurs en fait toujours, avec lesquels en fait pour cette présentation on s'est associé en quelque sorte à une association en fait, à la Biennale Sud-Estampe. Tous les 2 ans on présente un artiste contemporain, donc ça donne ce rythme en fait de 2 ans. Mais donc entre-temps, je vous le dis, quelquefois on a des trous. L'exposition temporaire, donc je dis longue, donc au rez-de-chaussée, donc de 9 à 12 mois. Elle a pour objectif de présenter d'une part en fait les collections qu'on ne voit pas donc dans le parcours permanent. Donc l'objet trouvé par exemple c'est la collection archéologique qui avait été déposée donc à l'hôtel de Sade, mais qu'on a récupéré en 2007 parce que l'hôtel de Sade avait fermé. Visage de Provence, c'est le don de 3000 plaques de verre stéréoscopiques en fait, de la même période que ici Gaston Bouzanquet en fait, et Carl Nodo donc, en Camargue. Donc on présentait ces images. Chauve-souris, c'était plus en lien avec le parc naturel en fait, puisque c'était pour traiter de la protection de 13 espèces de chauves-souris qui sont dans le parc, mais donc d'une façon très transversale puisqu'on allait jusqu'au Mexique. Dans la réalité, en fait, ces expositions que l'on veut déjà longues, en fait, on les prolonge souvent, tu peux y aller dessus, puisque on a du mal à tenir le rythme, même d'1 an, de 2 ans. Et tu peux continuer. En fait, le prolongement se fait donc très souvent et est lié aussi là aux expositions. On peut prolonger de 10 mois lorsqu'on a là le paysage sensible, c'est l'observatoire photographique du parc des Alpilles, donc que l'on présente et on explique dans ce qu'est un observatoire, mais ce sont des reproductions photos, donc on peut les garder voilà, assez longtemps. Pour Jean Balthus, donc un peintre lillois qui s'est installé à Saint-Rémy et qui a donc un coup de foudre pour les Alpilles, qui va les peindre donc de toutes les façons. On avait beaucoup d'emprunts en fait, et notamment à la famille, et qui avait décroché le tableau de la salle à manger, de la chambre à coucher. Donc du coup, on était obligé de se tenir donc au temps qu'on avait dit. Donc des prolongations que l'on fait en fait selon les expositions. Tu peux y aller en fait. Et à force en fait, de prolonger, parce que ça nous arrive finalement assez souvent, quelquefois, donc pour l'exposition par exemple Le Sauvage, on n'avait carrément en fait, pas de date choisie, on est à partir de pour le démarrage. Et la fin, en fait, on l'a prolongée, puisque on était à partir de novembre 2019, et donc vous savez la suite. Voilà, on a dû continuer. Et là, actuellement, donc Ferblantier, donc là, c'est le don d'un matériel de ferblanterie qui est donné en 2001 au musée, qui était dans des caisses et que je souhaitais donc montrer. Elle devait s'arrêter donc le 31 mars, mais on la prolonge jusqu'au septembre donc 2022. Parce qu'on n'est pas prêt en fait à mettre autre chose à la suite. Donc cet enchaînement en fait qui était prévu initialement, on a du mal à le tenir et on se pose la question donc quel chemin on doit suivre en fait, continuer ou pas, vouloir faire des expositions ou pas, longues, pas longues, de 2 ans s'il faut. Et donc sur quoi il faut que là c'est bon, tu peux, je pense que oui, il n'y a plus de choses à la suite.
Donc c'est bon après. Ça sera pour la suite. En fait, une des raisons pour laquelle on s'oblige en fait à faire ces expositions temporaires, c'est parce que on est à Saint-Rémy-de-Provence et il y a une offre culturelle très très dense en fait, puisqu'on a un site archéologique, le site Saint-Paul-de-Moselle, donc où est passé Van Gogh, musée d'art contemporain, donc avec des collections des années 50. On est tout près des Baux-de-Provence, donc qui drainent énormément de monde aussi. On est entre Arles et Avignon et on se doit d'avoir une visibilité. Parce que sinon, en fait, on disparaît du paysage culturel et de Saint-Rémy et des environs. Mais donc voilà, la question de ce que l'on doit présenter et comment on doit être visible, c'est l'objet de notre questionnement en fait aujourd'hui. Alors quand j'ai pris mes fonctions en 2015, je suis pas sûr que les images va être bon, ça devrait le faire quand même. Quand je suis arrivé en 2015, en fait, l'idée que je me faisais, mais dont je me suis rendu compte ensuite qu'elle était au cœur des préoccupations des collègues que je découvrais à ce moment-là, c'était vraiment tourner beaucoup autour de la problématique des expositions temporaires et du parcours permanent qui avait été ouvert en 2009, autour de plusieurs constats. Il y avait d'abord un constat d'épuisement des équipes, du fait du rythme effréné des expositions qui se succédaient, et vraiment dans une logique événementielle, comme l'a souligné hier Daniel Jacobi, sur le fait qu'on c'était plus dans l'expo temporaire, c'était le côté événementiel de tous azimuts, mais qui a sans doute eu sa vertu au démarrage pour faire exister dans le paysage. Voilà, et parallèlement, l'autre constat qu'on faisait, c'est que le public ne revenait plus voir le parcours permanent. Alors, c'est un constat qu'on fait souvent, mais là vraiment, même nous, même les équipes n'y allaient plus, au sens où on n'y faisait même plus attention. Et quand les agents d'accueil signalaient une toile d'araignée, une coquille dans un cartel dès 2009, ou les quelques vidéos qu'il y avait dans le musée des marionnettes étaient en panne, n'étaient même plus réparées. Enfin, vraiment, il était tombé en désuétude, tellement les énergies et les moyens avaient été reportés complètement sur le temporaire. Donc il y avait vraiment un problème. Et le deuxième élément aussi qui nous a fait prendre une nouvelle direction, c'est en fait d'avoir remis un peu sur la table la définition muséologique de ce double musée. En fait, on s'est reposé la question finalement, parce que il me semblait, moi qui découvrais le monde des musées, j'avais besoin aussi de me clarifier les idées sur ce que c'est qu'un musée et quel genre de musée on était. Et la conclusion des discussions, des groupes de travail, des séminaires, c'est de dire que d'un côté, il y a un musée de ville plutôt qu'un musée d'histoire de ville, et d'autre côté, un musée des arts de la marionnette. C'est-à-dire que nos deux sujets, c'est d'un côté la ville, c'est-à-dire un objet géographique. Donc on est plutôt, s'il fallait vraiment l'associer à une discipline, c'est plutôt de la géographie, plutôt que l'histoire. L'histoire, elle arrive derrière, c'est juste mettre en scène un récit pour aider à comprendre. Mais le sujet lui-même, c'est une ville. Une ville, c'est un objet indéfinissable. Personne n'est capable de définir ce que c'est qu'une ville. Véritablement, il y a autant de définitions qu'il y a de disciplines scientifiques et d'habitants. Et d'autre part, les arts de la marionnette, c'est aussi assez subtil pour définir les frontières des arts de la marionnette. Mais surtout, à partir du moment où on avait redéfini ça, ce qu'on pouvait se dire, c'est que c'est des sujets non seulement assez indéfinissables, frontières mouvantes, mais surtout en mouvement perpétuel. Puisqu'une ville, quand on a fini par se dire qu'on n'était pas un musée d'histoire, c'est-à-dire avec une période close, mais qu'on était sur un objet en évolution perpétuelle, par définition, il y avait quelque chose à retravailler sur la notion de parcours permanent. Le mot permanent, du coup, n'a plus aucun sens. Et on bascule plutôt du côté du discours, du récit, plutôt que de celui des collections. Et en plus, il se trouve que les collections de Gadagne, du côté du musée d'histoire, ne sont pas non plus extraordinaires. Beaucoup d'art graphique qui sont très bien, mais pas beaucoup d'objets, et surtout beaucoup de sujets, de périodes historiques ou de sujets très contemporains, idem pour la marionnette, totalement absents dans les collections. Donc l'idée de repartir sur la refonte des parcours permanents, la décision se prend dans les années 2016-2017, c'est-à-dire 7-8 ans après l'ouverture qui succédait à 10 ans de fermeture. Donc on l'a fait avaler par le maire. Le point dur de négociation, c'était le fait de faire un choix sur
la suspension des expositions temporaires pendant cette période-là. Parce que moi, naïvement, je pensais qu'on pouvait tranquillement faire une année, un petit bout du parcours permanent qu'on refaisait. L'année suivante, on faisait une expo temporaire, etc. Et en fait, on a fait nos calculs, on avait pour 15 ans à peu près à ce rythme-là. Donc on s'est dit budgétairement, enfin on allait épuiser tout le monde, les publics ne comprendraient rien. Et donc on s'est dit, il vaut mieux faire ça dans un laps de temps ramassé. Et à ce moment-là, on ne fait plus d'expo temporaire parce qu'on n'a vraiment pas les moyens, ni budgétaires, ni humains, on n'a pas les ressources pour faire les deux en parallèle. Et d'autant moins que d'ailleurs les espaces d'exposition temporaire sont aujourd'hui de plus en plus complètement phagocytés par les collections de transit, enfin qui transitent dans les démontages, puisque tout ça est à budget constant et sans fermer le musée. Et du coup, c'est un basculement aussi sur la question des collections par rapport au discours et au public et au récit qu'on veut mettre en œuvre. Et voilà, donc il y a eu des petits accrochages temporaires en parallèle, mais presque rien. Et donc le projet va se terminer fin 2023. Et dans le PSC qu'on vient de terminer, dont une partie d'ailleurs des contenus est déjà à l'œuvre, et qui court jusqu'en 2026, l'idée c'est qu'à partir de 2025-26, on reprendra une programmation d'exposition temporaire, et que moi je mets sous le chapitre la revanche des collections, du coup, puisque on a plein d'objets qui attendent d'être exposés, ou qu'on a démontés, qu'on a déposés, qu'on a rangés, et qui sans doute doivent être en train de se plaindre de pas être présentés. Et donc, mais même s'ils n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on veut dire de la ville de Lyon et de son histoire, on a cette responsabilité quand même d'en faire quelque chose, et il y a de quoi en faire. Donc on va rentrer dans une phase d'exposition temporaire ensuite, qui, du coup, prendra comme point de départ des choses dans la collection, et sans doute avec un regard artistique qu'on apportera pour voir comment on s'y prend. Mais du coup, il y a quelque chose d'un peu radical, au moins mais qui porte sur une période. En fait, c'est pas un choix définitif sur le musée, c'est juste que dans les années qui viennent, on va procéder de cette manière-là. Et la question, c'était à quoi on renonce. Il y a la question des collections. On renonce à présenter d'abord des collections et beaucoup de collections. Donc on a des critiques. On renonce aussi à satisfaire le public fidèle et traditionnel. Et on renonce aussi aux expos temporaires dans cette période. Merci. Alors, en marche arrière. Je vais commencer par un texte de Francis Ponge qui avait écrit lors de l'ouverture du Centre Pompidou, qui donc se destine au Centre Pompidou. Au cœur donc de Paris, un cœur, un muscle, une pompe aspirante et refoulante, au battement ininterrompu, animant sans repos, régulièrement, moins régulièrement parfois, au moment d'émotion ou de fièvre, un corps en forme d'hexagone. Voilà ce que devait être, serait, sera, et déjà le bâtiment Beaubourg. Moins donc un monument que, s'il me faut inventer ce mot, un moviment. Donc c'est cette idée en fait que le lieu est en activité permanente, ce qui est évidemment plus facile pour un grand bâtiment avec des grands moyens que un petit bâtiment avec des petits moyens. Mais l'idée aussi que si les gens reviennent, les repeaters, comme disent les gens des publics, il faut qu'ils aient l'impression de voir quelque chose de nouveau. Pour nous, ce qui importe, alors on est en train, vous pouvez remonter encore plus en arrière. En fait, on est en train de refaire le parcours permanent. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, le précédent avait été fait un peu rapidement, parce que l'idée du parcours permanent précédent, c'était un parcours d'intégration, comment, quand vous partez de votre pays, vous intégrez en France. C'est quand même quelque part un peu orienté. Et puis, parce que c'est un musée d'histoire, le précédent parcours était thématique, le nouveau va être chronologique. C'est aussi parce que la recherche change. Et la recherche jusqu'à présent était dans une lignée, disons, de Gérard Noiriel, le Creuset français, et que depuis une dizaine d'années, l'impact de la colonisation et la décolonisation est de plus en plus évidente, en tout cas mise en avant par les historiens, donc un prisme très différent. Et puis, tout simplement parce que l'histoire avance. Le parcours en 2015 s'arrêtait donc en 2014. Depuis les crises des migrants, l'Ukraine. Donc il faut qu'on puisse, on est même obligé de mettre à jour, sinon... Donc toutes ces choses font qu'on doit changer le parcours. Puis dernier élément, comme je vous dis, c'est une question assez jeune, faite de papier, presque on pourrait dire, de photos, de documents d'archives, etc. Et comme vous le savez, il faut faire tourner, il faut renouveler. Et donc toutes ces raisons font qu'on est parti sur cette refonte d'un parcours permanent, avec, à partir d'un rapport qui a été mené par mon prédécesseur,
qui avait été commandé à Patrick Boucheron et Romain Bertrand, qui ont réuni une quarantaine d'historiens, démographes, scénographes, gens de théâtre, voilà, gens de musée aussi, qui ont essayé de proposer un rapport de préfiguration de ce futur parcours permanent, et qui a été organisé autour de 12 dates, qu'ils appellent 12 dates épaisses ou 12 dates piliers, 12 dates importantes pour l'histoire de l'immigration, soit des histoires qui sont liées à l'histoire de France, 1789 par exemple, soit d'autres qui sont plus liées à l'histoire de l'immigration, avec la marche pour l'égalité, 1983. Donc en arrivant, j'avais ce rapport dans les mains, mais qui est un rapport d'historien. Voilà, il est commercialisé aussi sur le site, je crois, du musée, mais vous pouvez regarder, mais c'est un rapport qui se posait des questions d'histoire, mais pas vraiment de questions de muséographe. On a un peu inversé, si vous voulez, la démarche, mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même assez rare d'avoir 500 pages de rapport de 50 historiens et non des moindres pour un futur parcours permanent. Donc on est reparti de ce rapport. J'ai un trou, mais voilà. Et la question, en fait, c'était peut-être vous pouvez changer la diapositive. Donc on travaille avec l'atelier Maciek Fischer. Non, juste la suivante. Voilà, qui nous a fait des simulations. Donc ça ouvre en mars 23. Comme vous voyez sur cette première diapositive, comme on n'a pas beaucoup d'œuvres, on a beaucoup de textes. Donc ça, c'est un problème, notamment quand on travaille avec des historiens qui ont beaucoup de choses à dire. Et quand on n'a pas beaucoup de choses à montrer, il faut trouver une solution. Et donc, une des solutions qu'on a trouvées, c'était de faire un parcours qui soit évolutif. Évolutif au début, on voulait que la moitié puisse être renouvelée régulièrement. Alors ça pose un problème évident, c'est qu'il faut les équipes derrière. Quand je suis arrivé dans le parcours permanent, il y avait un espace tournant qui était quand je suis arrivé, il était dédié à Offenbach, mais en fait, il était déjà là depuis 4 ans, alors que ça devait tourner tous les 6 mois. Donc, je ne sais pas si on arrivera à faire tourner, mais cette volonté, et elle passe par plusieurs moyens, par l'utilisation de l'audiovisuel, ce qui permet de changer évidemment le contenu, par la contrainte qu'on a donnée aux scénographes de faire des dispositifs interchangeables, donc des systèmes, et peut-être on peut regarder les diapositives suivantes. Oui, encore. Voilà, des systèmes en fait qui se clipsent, c'est-à-dire que certes c'est imprimé sur des panneaux plutôt durables, mais il y a la possibilité de changer en fonction des sujets, en fonction des objets montrés, les textes imprimés, les images, etc. Et ça nous est évidemment utile pour faire évoluer. Alors pas trop sur la période 1789, enfin 1685, jusqu'en 1685, jusqu'à la Première Guerre mondiale, parce que là les contenus varient assez peu, mais en revanche pour les périodes contemporaines, à la fois l'histoire avance et puis les problématiques changent. Il peut y avoir la volonté d'abord de mettre le focus sur une problématique d'histoire culturelle et puis une autre, un an plus tard, de faire une problématique sur l'histoire, par exemple, des statues. Donc c'est pour ça qu'on a demandé ce système. Et alors c'est un peu abscon d'avoir des plans d'architectes sur un PowerPoint à cette distance, mais voilà, pour vous montrer pardon. Alors, je vais juste vous... On va y arriver. Non. Peut-être. L'idée, donc, c'est que et les panneaux et les systèmes de réglettes sont aussi modulaires, c'est-à-dire que voilà, à partir d'un gabarit, on peut tout à fait, si vous passez la diapositive suivante, vous voyez, on a des panneaux qui font 1 largeur, 2 largeurs, 3 largeurs. Donc, en fonction des sujets, on peut aussi élargir les textes, les reproductions, etc. Et faire même des mini-expos intérieurs. On a gardé un espace, notamment un grand espace de projection et des espaces qu'on peut changer. C'est toujours, comme vous savez, très compliqué de faire une exposition. Il faut de la communication mobilisée, des recherches pendant des années, etc. En revanche, on prévoit que dans des espaces, notamment pour la période contemporaine, d'une dimension assez petite, on puisse changer sans avoir besoin de s'embarrasser, enfin, de manière assez légère, sur, je sais pas, une 50aine de mètres carrés, de changer ce qu'on montre, ce qu'on raconte, etc. Et ceci, ça s'articule, mais peut-être je vais passer la parole à mon voisin, avec les expositions temporaires qui, elles, permettent de mettre un focus. Là, c'est une histoire extrêmement, on va dire, scolaire, avec une histoire, avec des dates, avec des événements, des questions de statut, etc. Et les expos temporaires permettent au contraire d'avoir des approches transversales
plus axé sur l'art contemporain, par exemple, ou ça, l'art en général. Diapositive précédente, ça c'est un système de panneaux, par exemple, où on peut, un peu immersif, alors on n'est pas à l'atelier des Lumières, on n'a pas les moyens ni cette approche, mais ça permet quand même de changer une pièce entièrement, juste en changeant les contenus. Donc on complète voilà, le type d'exposition. Par exemple, en 2023, on fait un focus sur la migration asiatique. On peut pas on la traite très peu dans le parcours permanent parce qu'évidemment c'est pas une grande proportion d'immigration, mais ça nous permet tout d'un coup de faire un focus, voilà. Et puis on a des cycles de rencontres, débats, sites internet qui permettent de faire vivre cette histoire qui, comme vous l'entendez, est tous les soirs à la radio, à la télé, pas toujours pour les bonnes raisons, mais en tout cas très actuelle. Alors, on peut passer à l'image suivante. Je reviens à la question de départ. C'était est-ce que vous avez choisi ou subi une nouvelle temporalité des expositions et le rythme des expositions? En fait, la réponse est claire. On a choisi un nouveau rythme d'exposition. J'ai parlé tout à l'heure du projet scientifique et culturel. À partir du moment où on commence à l'écrire, on se dit qu'on n'aura ni les capacités budgétaires ni humaines à la fois à mettre en œuvre le projet scientifique et culturel et à maintenir le rythme des expositions tel qu'il était à l'époque. À l'époque, ça veut dire au moins une, voire deux grandes expositions par an. Et donc, alors pour le coup, je vais assumer le jeu. J'ai décidé un peu contre tout le monde, y compris le maire, qu'on allait, pour pouvoir, dans un premier temps, de façon pragmatique, se consacrer à la mise en œuvre du PSC, à avoir seulement une grande exposition tous les 2 ans. Voilà, donc vous imaginez la tête des équipes et puis de l'élu qui s'inquiétait de la baisse de la fréquentation. Mais ça, je reviendrai parce que c'est la troisième question et j'y répondrai de cette façon. Donc, que fait-on ? Ce qu'on faisait quand j'arrive, bon, il y a de grandes expositions, en l'occurrence, on a les collections égyptologiques, voilà, qui a très bien marché. La question, c'est on ne va pas pouvoir maintenir ce rythme, et c'est pas pour autant qu'on va laisser le vide entre 2 ans d'exposition. Et donc, il faut inventer une autre programmation avec un autre rythme. J'ai dit, c'est une question de pragmatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, tout simplement, humains et budgétaires. C'est aussi, cette décision est prise il y a à peu près 6 ans. C'est aussi un choix de conviction. C'est-à-dire j'ai la conviction qu'il y a un rythme effréné des expositions, à la fois énergivore pour les équipes, enfin je dirais chronophage plutôt pour les équipes, budgétivore. Hein, on a de gros budgets d'exposition, on a la chance d'avoir de gros budgets d'exposition, et donc ne pouvons pas faire face, je prends le parti de... Voilà. Donc la programmation, on va pouvoir faire défiler les images. Hein, ce sont 2 grandes expositions, donc, dont certaines, j'en parlais au déjeuner, ne sont pas nécessairement. Ça, c'est aussi une orientation que nous avons choisie, peuvent être thématiques, c'est-à-dire pas des sujets nécessairement d'histoire de l'art. Jouette vive, par exemple, a eu un très grand succès, mais pour une raison alors tout à fait paradoxale, c'est qu'elle a été lancée 15 jours avant les attentats de 2015. Voilà. Et que donc il se trouve qu'elle a trouvé un écho très très fort, alors qu'on ne faisait pas à proprement parler de l'histoire de l'art. Voilà. Donc les grandes expositions, on les continue. Je montre cette image parce qu'on n'en fait plus une que tous les 2 ans. Mais en plus, elle est depuis Expérience Goya, elle est éco-conçue. C'est-à-dire que là aussi, la volonté de... si on fait une grande exposition, ou d'ailleurs, quelle que soit la taille du projet, que l'on puisse calculer et diminuer son impact carbone le plus possible. Voilà, on peut faire une exposition Beaux-Arts et avoir des soucis de préserver la planète. Donc, on peut défiler les images suivantes. Si vous ne faites plus qu'une grande exposition tous les 2 ans, alors que votre élu attend qu'il y ait une grande exposition tous les ans, il faut trouver autre chose, moins coûteux, plus original. Vous avez peut-être entendu parler, ça a commencé il y a 7 ans, nous ferons la 8e édition l'année prochaine, ce qu'on appelait l'Open Museum. C'est-à-dire c'est une invitation à une personnalité... ou un genre complètement décalé par rapport aux Beaux-Arts, une personnalité à laquelle on demande de dialoguer avec les collections. Voilà. C'est en l'occurrence, le premier, c'était le groupe R qui a composé une bande originale pour le musée, diffusée dans les salles en permanence. C'était pratiquement la première fois que ça se faisait. Ça, ce sont des opérations qui coûtent entre 6 et 7 fois moins cher que les grandes expositions.
Voilà. Donc il y a eu toute une série. Évidemment, c'est aussi un autre objectif que celui de faire moins cher. Il y a celui de drainer un nouveau public, essayer de le rajeunir, de l'élargir ou de le rajeunir. C'était la seconde édition qui a eu un très très grand succès, qu'un collectif d'artistes contemporains allemands qui s'amusent de temps en temps. Ils se réunissent et ils font toute l'histoire de l'art en remplaçant les tableaux par Donald ou Daisy, si ce sont un personnage féminin. Donc on a eu, ça c'est le dernier, vous en avez peut-être entendu parler, l'Open Museum du dessinateur de bande dessinée François Bouc, après d'ailleurs qu'on ait fait ZEP dans le passé. Pour vous donner un ordre d'idée, donc ça, que j'ai dit, ça coûte 6-7 fois moins cher qu'une grande exposition. On a fait plus de visiteurs que sur l'exposition Expérience Goya. Hein, c'est 115 000 visiteurs, c'est-à-dire que complètement, qui a ouvert au moment de la réouverture des musées, avec une proposition qui a beaucoup plu aux jeunes. Donc voilà, c'est quels sont les moyens de trouver des productions moins lourdes, qui sont, encore une fois, centrées sur les collections permanentes, puisque l'Open Museum oblige, je dirais, par la déambulation, à confronter le visiteur, qui est en général à 70% un primo-visiteur, de confronter aux collections permanentes. Mais il n'y a pas que ça. Au fil de l'année, et on peut passer les images suivantes, vous devez créer nous créons des événements qui rassemblent des catégories différentes de public. La première image, c'est on a des nocturnes étudiantes. La dernière, 1800 étudiants dans une soirée. Voilà. Donc, mais avec une proposition adéquate pour laquelle d'ailleurs il participe, à la médiation de laquelle il participe. C'est aussi la création d'événements au fil de l'année, comme là, ici c'était une première expérience de yoga dans l'atrium du musée. Voilà, plusieurs centaines de personnes avec une visite couplée, une visite qui était faite au ralenti, donc par le professeur de yoga. Donc une autre façon de vivre et d'expérimenter les collections. On va pouvoir définir les dernières images. On a accueilli, l'image d'avant, on a accueilli une battle de hip-hop de l'Opéra de Paris dans sa phase de sélection régionale. On est bien identifié comme scène pour le hip-hop et pour l'électro, pour la musique électro, à force de programmer au fil de tous les ans, qui fait qu'aussi, là, c'est bon, d'ailleurs, j'ai pas la bonne légende, puisqu'en l'occurrence, là, c'est un concert de Brigitte dans la galerie d'entrée du Palais des Beaux-Arts. Donc voilà, c'est en ne faisant plus une exposition que tous les 2 ans, c'est le reste de la programmation qui doit être nourrie au fil de l'année. Et aujourd'hui, la programmation culturelle représente de 15 à 20% de la fréquentation globale du musée. Merci beaucoup. Alors, on comprend bien les logiques qui peuvent être à l'œuvre pour cette articulation entre parcours permanent, au final permanent, est-ce qu'il faut garder le mot permanent ou évolutif, et des logiques d'exposition temporaire qui durent dans la permanence. Mais au final, pour vos publics, pour les publics qui viennent ou pour les publics qui ne venaient pas, qu'est-ce qu'ils perçoivent ? Est-ce que la communication, est-ce que ces choix sont communiqués au public ? Est-ce qu'ils les comprennent ? Est-ce que ça vous permet d'aller chercher et toucher un public qui ne venait pas, ou au contraire renoncer à une fidélisation ou pas ? Alors, au musée, donc on ne distingue pas l'exposition temporaire de l'exposition permanente, donc on ne sait pas en fait quelle proportion vient pour le musée ou pour l'exposition temporaire. Dans les catégories de public, donc on a également en fait une forte majorité de touristes, en fait, donc plutôt primo-visiteurs qui ne reviennent en fait souvent pas au musée. Hein. Le lieu en fait fait aussi une captation touristique véritablement. Et ensuite, pour les habitants, enfin ceux qui viennent régulièrement, justement, eux, il y a une attente parce qu'ils ne font plus le parcours permanent, ils viennent en fait que pour l'exposition temporaire, en fait. Donc du coup, nos publics, ils ne se rendent pas vraiment compte de la durée de l'exposition, enfin la majorité, ils sont là, ils profitent d'une offre supplémentaire, en fait, d'un parcours, d'une découverte supplémentaire, mais c'est plutôt en termes de communication, en fait, où on n'a pas un affichage si on n'a pas d'actualité. On n'a pas les moyens en fait, de faire à l'intérieur des événements, puisque les espaces sont tout petits. Donc on fait plutôt des choses justement à l'extérieur, sur la place. Donc, il y avait une photo tout à l'heure en fait, où on avait mis une presse donc à l'extérieur, et on fait des événements donc plutôt dehors pour attirer. Mais ça ne génère pas forcément de nouveaux publics aussi.
scolaire ou le public voudrait faire... Alors le public scolaire, donc il est essentiellement du territoire des Alpilles, donc ils viennent à la fois sur les thématiques là, plutôt du permanent en fait, puisque ils viennent, voilà, il y a plein d'entrées possibles en fait dans le musée, et selon les sujets de l'exposition, ils viennent voilà, plus ou moins là sur Ferblantier. Alors il y a eu aussi, on n'en a pas eu encore beaucoup puisqu'ils sont, on n'a pas eu une période en fait où on n'a pas eu beaucoup de scolaires. Mais la thématique, en fait, est moins dans leur recherche. En fait. Donc, on a un peu moins de scolaires sur ce parcours-là. Mais dans le permanent, ça reste visible. Et après, on a donc pour le fait des arts graphiques, en fait, on a là un public qui revient pour découvrir un nouvel artiste, voilà, de nouvelles expositions dans ce sens-là, donc plutôt avec les artistes graveurs contemporains. Alors, je vais essayer de trier dans tout ce qu'on peut dire. Peut-être la première chose que je pourrais dire, c'est que dans les opérations de refonte, donc le musée des marionnettes, qu'on a rebaptisé musée des arts de la marionnette, qu'on a refait en 2 années, en 2007-2018, et puis les opérations de refonte du musée d'histoire de Lyon, on a mis en place une méthode de projet qui intègre totalement dès le départ les équipes de médiation dans la conception de l'exposition aux côtés des collègues des collections avec une gestion de projet transversale. Ce qui fait que, en fait, dès le départ, on essaie d'intégrer des objectifs de public au moins de première intention, enfin, en considérant, parce que les difficultés quand on parle de parcours permanent, souvent on dit c'est pour tout le monde, pour tous les publics, et donc on essaie de voir qui ça pourrait toucher en particulier. Pour le musée des arts de la marionnette, j'ai pas pris le temps de préciser ce qu'on a voulu faire. Alors moi j'aime bien le terme exposition de référence. Je crois que c'est Michel Côté, musée des Confluents, mais je suis pas sûr, je sais pas si c'est lui qui a inventé l'expression, mais exposition de référence, ça évite de parler de la durée de l'exposition. Mais c'est quand même l'idée qu'on s'attend à trouver dans un musée qui a une thématique des choses qui parlent de cette thématique de façon, notamment je pense au public scolaire. Si ça change tout le temps, on ne sait pas de quoi parle le musée. Donc il y a quand même cette idée de référence. Et moi j'aime bien l'expression une nouvelle ère, c'est-à-dire une exposition de référence évolutive. C'est-à-dire qu'elle est de référence, mais elle est évolutive parce que le sujet dont il est question, il évolue lui-même. Et donc, s'agissant des arts de la marionnette, c'est évidemment, de point de vue de la sphère de la création contemporaine, ça évolue en permanence. Donc, la manière de le traduire pour attirer des publics, notamment des publics de spectateurs, puisqu'on essaie de nouer des relations avec les scènes théâtrales qui programment des spectacles de marionnettes, c'est aussi d'intégrer la création contemporaine de 2 façons différentes. Au milieu du parcours, il y a une salle dédiée, une carte blanche à un artiste contemporain marionnettiste qui peut exprimer et même scénographier parce que les artistes marionnettistes sont aussi des gens il y a une grande proximité. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est un autre sujet, mais marionnettistes, c'est gens de musée, même combat. Les objets, donner vie à des objets, collectionner et mettre en scène, on fait la même chose en fait, mais sauf que dans le tas de marionnettes, c'est les objets qui bougent, et c'est les spectateurs qui ne bougent pas, et dans le musée, c'est le contraire. Du coup, tous les 3 ans, carte blanche, et puis tous les 4 ans, un renouvellement très important, à la fois en rajoutant des couches de vidéos, etc., mais aussi en opérant des changements, des rotations dans les collections, parce qu'une partie de ces collections sont des prêts ou des dépôts de compagnies artistiques qui parfois viennent les reprendre pour les jouer puis les ramènent. Et donc, moi j'ai proposé de baptiser ça la virevolte pour donner un nom à quelque chose qu'on appellerait souvent nouvel accrochage ou rotation, ce qui est un terme qui ne convient pas forcément. Donc la virevolte, ça aurait pu s'appeler, je sais pas, tohu-bohu, enfin ce qu'on veut, mais tous les 4 ans, donc on fait ça en juin et 60% des contenus sont renouvelés. Et c'est dans le parcours, l'exposition de référence évolutive. Donc là, ça permet de toucher des publics. On va voir parce que c'est la communication. Alors, ça m'a fait réfléchir en entendant Diane Jacobi hier de parler de la question de l'événement. C'est comment on peut événementialiser, pour employer un mot un peu bizarre, ce qui en fait relève d'une exposition qui va durer. Donc on le fait en baptisant virevolte quelque chose qui est en fait un renouvellement des contenus sur le même espace. Et on le fait du côté du musée d'histoire de Lyon en ayant découpé en 4 thématiques successives, mais en ouvrant chaque épisode. Donc on passe de la notion c'est comme si au lieu de faire un film qui dure 2h30, on fait une série en 4 épisodes. Et donc la série, ça maintient, il y a un nouvel épisode qui arrive tous les ans. Donc après, comment on fera quand on aura fini les 4 épisodes, comment on expliquera les choses. L'idée, c'est de garder le concept de Gadagne et d'une visite à la carte, et ce qui nous permet, pour revenir à la question des publics, d'identifier des cibles de publics spécifiques liées à chaque thème. Donc
Portrait de Lyon pour les touristes, Les pieds dans l'eau, l'histoire de Lyon racontée à travers le Rhône et la Saône pour les enfants à partir de 5 ans, avec des œuvres accrochées à hauteur d'enfant. Le troisième thème sur l'histoire de Lyon racontée à travers le prisme d'histoire industrielle et ouvrière, ça va s'appeler « Qu'est-ce que tu fabriques ?» et c'est pour les ados. Alors est-ce qu'ils vont venir? Sans doute pas tout seuls, mais on essaie de voir comment on peut traiter scénographiquement une exposition pour des adolescents. Et la dernière exposition, ce sera sur l'histoire politique. Et là, on essaye de viser un public plutôt de jeunes 18-25 ans sur des questions d'engagement politique, d'engagement sociétaux, en reliant la problématique contemporaine qu'il y a en arrière-plan du récit à des publics dont on pense que ça peut les intéresser. Ce qui fait que, du coup, Gadagne, en visite à la carte, permet, dans cette perspective, et tout ça sans parler d'expo temporaire, de permettre à une famille qui a des enfants jeunes de se dire tiens, je peux aller voir les marionnettes parce que ça peut être sympa, et en même temps ou un autre jour aller voir juste les pieds dans l'eau, c'est-à-dire pas se faire les 1500 mètres carrés d'exposition permanente d'histoire de Lyon, mais d'aller juste visiter le parcours qui raconte l'histoire de l'eau dans la ville. Voilà, donc ça c'est un peu sur des enjeux de public. Et peut-être dernière remarque aussi, qui était vraiment au cœur de nos préoccupations, c'était comment à partir du moment où on passait du musée de ville au musée de l'histoire de ville au musée de ville, on intéresse des habitants qui n'ont pas de raison de venir dans un musée, que ça n'intéresse pas particulièrement d'aller voir une expo, mais qui juste s'intéressent à la ville parce qu'ils viennent d'emménager, c'est des trentenaires qui sont des néo-lyonnais, et qui se disent tiens, là je vais trouver des choses qui m'intéressent. Et du coup, de renouveler les publics en considérant que les nouveaux habitants, et en misant aussi sur le fait que le tourisme qui s'est beaucoup développé à Lyon ces 15 dernières années, est beaucoup un tourisme, je crois que les gens de l'Office du tourisme appellent ça du tourisme affinitaire, c'est-à-dire qu'une grande partie des gens viennent en compagnie, ils viennent avec leurs amis ou leur famille, ils logent chez les amis ou la famille, et en fait c'est les Lyonnais qui font visiter leur ville, et donc on est sur un sujet dont le musée n'a pas le monopole. Et donc comment, à la fin, ce parcours permanent renouvelé peut intéresser constamment des gens qui juste veulent comprendre la ville dans laquelle ils habitent. Merci. Alors les publics, moi je serais peut-être moins disert que les autres, parce que d'abord ça ne dépend pas de moi. Dans l'établissement, le service des publics ne dépend pas de moi. Juste peut-être parler d'une autre expérience, et surtout de la situation à Paris, où en fait l'offre est pléthorique, où il y a 7 vernissages par jour, et où donc il est quand même assez difficile d'exister. Je vous dis ça parce que lundi on a ouvert une exposition, et le service de la com me dit je ne sais pas s'il y aura des journalistes, il y a 7 vernissages en même temps. Donc il y a une difficulté, et d'exister sur cette... surtout qu'on est un petit musée, parce qu'en plus il y a quand même Beaubourg, Orsay, le Louvre. Donc c'est un sujet en plus qu'on ne va pas spécifiquement voir un dimanche après-midi quand on a envie d'aller se promener en famille. Donc la concurrence est rude. Alors là, sur la refonte du parcours permanent, comme il y a 80% de nouveaux, on pourrait quasiment considérer que c'est une nouvelle exposition permanente, un beau terme. Juste pour parler d'une expérience, avant j'étais au musée d'art moderne de la ville de Paris, et le musée d'art moderne de la ville de Paris avait refondu son parcours permanent. Alors le changement était moindre, les chefs-d'œuvre, la fée électricité de Dufy restaient en place, mais quand même il y avait un gros travail, appel à une scénographe, un gros budget investi. Mais il s'est trouvé en fait que finalement ça n'a pas fait événement. D'abord les journalistes ne sont pas venus, et même la communication ne s'est pas investie pour une raison assez particulière. D'ailleurs, c'est que les musées de la ville de Paris, les collections des musées de la ville de Paris, les collections permanentes des musées de la ville de Paris étant gratuites, la ville de Paris n'a pas considéré que c'était un événement où on pouvait tirer un gros bénéfice. Donc effectivement, même s'il y a eu un changement, ou si finalement une nouvelle exposition, c'est un peu le phénomène des gens qui vous disent ah bah le Louvre je connais, j'y suis déjà allé. Cette idée de il faut cocher les cases, et une fois que la case cochée, on n'y retourne pas, sauf pour une exposition nouvelle. Donc j'aurais un constat assez désabusé, mais heureusement Bruno m'a l'air pas du tout de la même approche et va apporter un rayon de soleil dans ma journée. En tout cas, disons que c'est plutôt une situation à Paris, et j'ai pas le souvenir de lieu qui ait refondu son parcours permanent, enfin ou parfois, mais disons que c'est quand même assez ponctuel, qui crée événements. Je me souviens aussi que le centre Pompidou refonde tous les 2 ans son parcours permanent
mais ça, personne n'en parle. Voilà, mais peut-être je me trompe. Malheureusement, non, je ne peux pas démentir, puisque j'ai été parisien longtemps, et on n'a pas ce phénomène de concurrence, encore que Paris fait concurrence à Lille, parce que c'est dans l'orbite proche. Et je rencontre beaucoup de journalistes assez souvent, et j'essaie de les éduquer à cette question de arrêter de nous demander les chiffres de fréquentation de chaque année pour savoir si on a fait plus que l'année dernière ou moins, arrêter de nous demander que les chiffres de l'exposition sans savoir qui vient, pourquoi. Le qualitatif est aussi important que le quantitatif, donc c'est une vraie éducation des médias en fait. Et on essaie de faire des efforts très importants chaque fois qu'on lance une étape de réalisation du projet scientifique et culturel, donc sur les collections permanentes, à l'inverse de la ville de Paris, de les considérer comme un événement. C'est-à-dire de l'effort qui est aussi important, voire plus important que sur une exposition, pour quelque chose qui va être pérenne, qui va durer 15-20 ans, que ça mérite qu'on communique dessus. Mais encore faut-il que les journalistes s'y intéressent. Objectivement, on n'a pas encore inventé mieux que la grande exposition pour réveiller la curiosité des journalistes, en tout cas des journalistes parisiens. Pour revenir à la question de départ et les publics dans tout ça, alors sur la question du rythme et de la temporalité des expositions, nous on ne les a pas interrogés spécifiquement, parce qu'on a considéré que c'était une question plus professionnelle et que pour ce qui était des publics, ils allaient nous juger, je dirais, en nous plébiscitant ou pas, en fonction de la programmation. Je reviens quand même sur la question. Là où on a communiqué, c'est plutôt parfois auprès de la presse, mais sans marque d'intérêt, et aussi dans le monde professionnel. Il se trouve qu'en 2016, j'avais fait partie de l'équipe de la mission Musée du XXIe siècle, et donc on a fait un tour de France, et c'était le moment où on avait pris la décision de réduire le rythme des grandes expositions. Et je dois dire que c'était accueilli avec une certaine incompréhension de la part de mes collègues, qui ne comprenaient pas, qui ne pensaient pas même que c'était possible de réduire le rythme des expositions. Donc en fait, le public, lui, j'ai envie de donner que des chiffres en réalité, mais dont certains ont une dimension qualitative. Il y a 10 ans, moi je suis arrivé il y a 9 ans, il y a 10 ans, le musée faisait à peu près une fréquentation moyenne de 220 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 300 000 visiteurs par an. Hors crise sanitaire, parce que là, objectivement, ça nous a, comme beaucoup, enfin la plupart d'entre nous, beaucoup impacté. Le deuxième point, parce que ça, le chiffre, je viens de dire que c'est pas les chiffres qui sont importants, la fréquentation globale, c'est la qualification du public, puisqu'aujourd'hui, on le mesure. Aujourd'hui, voilà, les chiffres 2021, et puis c'est vrai depuis 2-3 ans, 60% de primo-visiteurs, en moyenne, sur l'ensemble de l'activité du musée, en sachant que nous, on n'a pas un public touristique qui est de l'ordre de 15%, pas plus. Et le deuxième chiffre important, c'est maintenant, on est de façon stable à 30% de moins de 30 ans. Voilà. Donc c'est une vraie révolution en 10 ans, et qui est le fruit de tout ce que j'ai montré avant, c'est-à-dire d'une autre type de programmation. Ça répondait, à vrai dire, quand j'ai lancé ce nouveau rythme d'exposition, j'étais pas du tout sûr de moi, et notamment je vous ai dit, voilà, Martine Aubry disant, bon, et la fréquentation dans tout ça. Bon, j'avais dit, je fais le pari que oui, ça va marcher, mais j'en étais pas du tout assuré. Aujourd'hui, je suis plus confiant. C'est-à-dire, on peut réduire le rythme des expositions, multiplier le rythme des micro-événements. C'est pour ça que je parlais de micro et de macro dans le titre d'une des diapositives. Donc oui, on peut, par défaut, sans interroger le public, on sait qu'on l'a changé, on l'a élargi et même on l'a augmenté. Le public du Musée national d'histoire de l'immigration, c'est un public comme les autres, à 80% de CSP+, et puis essentiellement, alors très peu de touristes. Bon, ceci dit, c'est pas vraiment on n'est pas Ellis Island non plus. Voilà, il y a 150 000 visiteurs, expos plus permanents dans les années anté-Covid. Voilà, il n'y a pas de... Je sais pas, non. Il est certain qu'on peut voir que de ce qu'on pensait être incontournable, au final, peut être contourné pour des raisons complètement diverses et peut être tourné à l'avantage et du renouvellement des publics, en effet, et
Alors c'est vrai qu'on a peu d'évaluation sur ces questions-là et de distinction au final entre les différentes temporalités d'exposition et les motivations des publics à ça. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle, et des réactions, des commentaires. On les a écrites il y a un mois, donc quel que soit le propos, elle était déjà prête. En fait, c'était pour vous, monsieur du Musée des Beaux-Arts de Lille. On parlait de l'éducation des journalistes. Il y a aussi, vis-à-vis de nos élus, sans doute un travail important à faire sur l'idée que le bon visiteur, c'est l'image du bon chasseur et du mauvais chasseur. Mais le bon visiteur est peut-être celui qui ne vient pas forcément voir une exposition, mais qui vient faire du yoga au musée. Du coup, ça interroge complètement la place même de l'institution et ce qu'on attend socialement de l'institution et du service qu'elle peut rendre à la population et aux contribuables en particulier. Et comment cette question-là est perçue par Madame Aubry ? Alors avant de dire du mal, vous répéterez pas, je vais dire du bien de Martine Aubry, qui est quand même un élu, un des rares élus vraiment préoccupé, concerné par la culture, et qui considère même que la culture est un élément du ciment social, voilà, et donc qui nous soutient. Voilà, donc c'est un atout énorme, et d'ailleurs sans lequel je pense qu'on n'aurait pas pu avancer. Malgré cette position ferme de défense de la culture, sur la question où je suis très convaincu, par exemple, de l'éco-conception de l'écologie, alors qu'elle a un plan très important de transition écologique, elle a du mal elle regrette encore les grandes rétrospectives qu'on faisait il y a encore une dizaine d'années. Voilà. Et donc il y a une partie du visitorat, je dirais plus traditionnelle, qui est attaché à cette forme parce qu'il considère qu'à la fois ça positionne le musée dans un grand... enfin, c'est une visibilité forte pour une grande métropole d'avoir une grande exposition. Et donc même quand on fait Expérience Goya, comme il y a expérience dans le titre, donc c'est pas une grande exposition. Voilà. Donc j'ai encore du mal à la convaincre. Et sur l'éco-conception, alors qu'on a des objectifs extrêmement précis par ailleurs en matière de réduction de notre impact, enfin de la réduction des gaz à effet de serre, il y a une politique extrêmement volontariste de la ville. Sur ce sujet-là, bah non, quand même, elle aimerait bien, voilà. Et voilà. Cela dit, elle a compris que c'est un peu plus simple pour moi aujourd'hui qu'il y a 8 ans, dans la mesure où les résultats correspondent aussi aux objectifs de la politique culturelle de la ville, c'est-à-dire démocratisation. Voilà. Alors après, on verrait que socialement, on est loin de toucher vraiment toutes les catégories de la population, très loin. Je pense on a plutôt gagné une partie qu'on avait perdue, je dirais, si on doit parler en termes de classe, de la classe moyenne inférieure qui revient peut-être au musée. Les jeunes, ça c'est une nouveauté. Mais on a la chance d'avoir une très forte communauté étudiante à Lille. Il y a près de 100 000 étudiants. Voilà, ceux-là, on les a captés. Et du coup, elle comprend aujourd'hui que c'est pas tout à fait ce dont elle a envie, elle, en tant que visiteur, mais que ça touche, ça remplit les objectifs de sa politique, de la politique culturelle qu'elle mène. Voilà. Mais on voit bien que on peut être assez progressiste et être attaché à une forme classique de grande exposition qu'on considère comme indépassable. Et ça, j'ai un peu de mal, et j'ai une partie du visitorat, quand je vous dis qu'on a augmenté le visitorat, on a aussi perdu une part du visitorat plus vieux, plus classique, pour qui cette programmation répétée avec l'introduction de musique actuelle ne parle pas. Voilà. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais effectivement, c'est un discours qu'il faut tenir tous les jours, enfoncer le clou. Et encore une fois, c'est un peu plus simple pour moi aujourd'hui parce qu'on a des résultats. Merci, Bénédicte Ronan-Villemot, service des musées de France. Je m'occupe aussi de façon transversale de la politique des publics. Je ne sais pas si les gens le savent, puisque depuis qu'il n'y a plus le DPP, la Direction Générale des Patrimoines. Donc je voulais juste témoigner sur une enquête qui se fait, qui ne concerne hélas que les établissements nationaux, qui s'appelle à l'écoute des visiteurs. Donc c'est une étude qualitative ou qui correspond à ce que vous venez de dire, c'est que maintenant les visiteurs veulent aussi des lieux d'accueil où ils sont très, très, très attentifs au confort de visite,
à la bienveillance, à la communication, enfin à la signalétique. Alors, des choses très triviales qui ressortent mais qui sont très importantes. Où sont les toilettes? Excusez-moi, ça paraît idiot, mais c'est super important quand on est un visiteur. Et aussi, je vois que ce que vous venez de dire, Laurent, du Musée des Beaux-Arts de Lille, il y a un certain rajeunissement quand même des publics. Je ne dis pas des jeunes publics, mais des jeunes actifs. Et par contre, alors je dis bien sûr ça, je mets entre parenthèses évidemment les années Covid, qui sont les 2 dernières années, parce qu'il faudra revoir après comment la fréquentation va repartir. Et ce que vous dites aussi, c'est les personnes âgées, ou les jeunes retraités, ou les retraités qui ont peur aussi en ce moment de sortir à cause de la pandémie, qui sont quand même extrêmement sensibles. Et deuxièmement, qui trouvent que peut-être on en fait un petit peu trop pour les jeunes. Enfin, je dis ce qui ressort des études. Je ne dis pas mon opinion. Attention, c'est un constat que je fais. C'est pas parce que j'ai 63 ans qu'il faut croire que comme je suis dans cette tranche d'âge-là, mais c'est vrai que par exemple, je vois que maintenant, je vois des PSC qui parlent beaucoup de muséothérapie, d'art-thérapie, enfin de care, comme a dit Martine Aubry. Vous me permettez que c'est quand même elle qui a mis. C'est quand même elle qui en a parlé. Et aussi de yoga. Alors, est-ce que ça peut choquer que les gens viennent faire du yoga? Et puis ils ont aussi envie, je pense, de faire des choses ensemble. Comme il faut arrêter de saucissonner les collections, il faut aussi arrêter de saucissonner les publics, de faire beaucoup plus de transversalité, parce que je pense que c'est une demande de ce qui ressort des études de public. Je vais juste dire un mot. En fait, depuis 1 an ou 2, je me pose la même question que vous. Parce que moi, j'ai 62 ans, donc presque. Et donc, je me suis dit, mais c'est vrai, à force de faire du jeunisme en permanence, il va falloir s'intéresser aux vieux, quoi, c'est-à-dire à moi. Et oui, donc oui, c'est un vrai sujet, mais on travaille sur cette question. On travaille sur la question des segments des très jeunes, c'est-à-dire avant 4 ans, où on est un des rares à offrir des propositions, et de travailler sur même les très âgés. Et on a une forte... Oui. Oui. On fait aussi, le Louvre-Lens aussi. Oui, je pense qu'Estelle Rouquette, qui organise aussi du yoga au musée, je pense, qui en accueille en tout cas, pourra dire que ça concerne tout le monde. Oui, Marie Prigent, je suis muséographe indépendante, mais j'étais pendant une dizaine d'années conservatrice du musée Bigoudin à Pont-l'Abbé, qui est un musée orienté sur le costume. Et nous, on était tenus par une contrainte évidemment du textile qui ne peut pas rester très longtemps. Donc quand on faisait des expositions un peu plus longues, on les appelait des expos impermanentes. Et on modifiait tous les ans tout le contenu textile de l'expo. Mais on se rendait compte aussi que le fait d'avoir des expositions qui durent un peu plus longtemps, que souvent il se passe beaucoup de choses dès le jour du vernissage, dès le jour de l'ouverture au public, et beaucoup de choses en termes de, enfin surtout pour les musées de société peut-être, mais en termes de retour, d'informations et puis de nouvelles pièces qui arrivent, etc. Et je me demandais si pour les musées qui ont augmenté leur durée d'exposition, est-ce que vous avez aussi changé votre façon de travailler dans le sens où la recherche continue pendant le temps de l'expo? Oui, déjà, on travaille toujours en mode recherche aussi, puisqu'on fait participer dans le cadre des expositions, du coup, le public local, et il réagit. En fait, pour l'observatoire photographique du parc, donc ça, c'était assez évident. En fait, on a eu des échanges, on a fait des séances en extérieur, en fait, aussi, de photographie, et sur certains sujets où il y a des relations, où on invente. Parce que du coup, on a un prolongement, on va chercher aussi à animer aussi le prolongement de l'exposition. Donc, on va continuer aussi à faire des rencontres. Pour celle du Sauvage, en fait, la précédente, c'était donc une exposition qui a été donc coupée, qu'on a donc prolongée, et on avait du coup c'était lié à un spectacle aussi qui devait tourner dans les Alpilles. Le spectacle n'avait pas pu avoir lieu aussi, donc du coup on a fait venir l'intervenant, donc Jérôme Galician, dans le musée, qui a fait des interventions. Ça prolonge aussi des événements en fait que l'on crée au moment. Et avec le public, parce que les collections que l'on a, par exemple aussi Ferblantier, lorsqu'on a ouvert la caisse de matériel, d'outils de Ferblantier, franchement, je me suis trouvée devant des outils que je ne connaissais pas. Donc du coup, on avait fait venir déjà des personnes donc, de Saint-Rémy, donc on appelle ça les rencontres du musée, pour les interroger sur s'ils connaissaient en fait ces objets-là. Et pendant l'exposition aussi, on recueille les témoignages au maximum en fait, pour avoir un peu plus d'informations encore sur nos objets.
je voulais faire un complément par ce que disait Marie. C'est vrai que pour moi, ça rejoint la logique que Bruno Girbeau évoquait sur l'éco-conception. Nous, pour prendre l'exemple du musée de Bretagne, je pense que c'est une aspiration qu'on aurait, c'est-à-dire prendre en compte justement les retours des visiteurs, voilà, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas après le vernissage. L'exposition, elle est censée être finie. On a cramé tout le budget, on est épuisé, et en fait, on a le planning de production, il s'arrête en quelque sorte le jour d'ouverture, et après, c'est le temps d'exploitation. Alors finalement, on devrait au moins laisser une semaine, après, on n'a rien prévu dans nos agendas, et puis prévoir des temps d'adaptation, mais j'aimerais bien savoir s'il y en a qui le font, d'ailleurs, ça m'intéresse de connaître leurs astuces, parce que c'est un impensé, je pense. Et du coup, l'autre jour, j'ai visité l'expo, j'étais en échange avec Sylvie Zeidman au Musée de la Libération à Paris, et une des dernières vitrines de l'expo était vide. Je me suis dit, oh là là, ils ont dû avoir un emprunt, hein, j'ai pensé bêtement, ils ont oublié de mettre un cartel pour dire que les objets n'étaient pas là. Et puis en fait, je me suis approchée, et en fait, pas du tout. Elle a laissé vide, en fait, elle a prévu dans la scénographie du parcours permanent ou de référence des zones vides, parce qu'elle n'avait pas les objets liés au récit, en fait, qu'elle souhaitait présenter, et elle attendait, en fait, justement, l'heureux donateur, et là, c'est arrivé. Et donc, elle a eu un contact avec je sais plus, un Américain ou un Canadien, et j'ai trouvé que c'est assez incroyable, et voilà, je me suis dit que cet impensé, je pense que c'est un élément qui mériterait d'être vraiment travaillé du côté à la fois de la conception, de la production et du lien avec la médiation, parce que les premiers dépositaires de ces éléments-là, ça va être la médiation. Donc moi, je pense vraiment que ça renforce pour moi l'idée que c'est vraiment un processus de travail collégial. Alors, c'est pour Monsieur Girbeau. Il se trouve que par hasard, j'ai passé un dimanche de septembre froid à Lille, dès le matin. À Lille. Et donc je suis allé le matin au Palais des Beaux-Arts et je suis resté plus de 2 heures. Et il n'y avait pas grand monde, je peux vous le dire. L'expo, c'était l'intervention d'un dessinateur de bande dessinée dans la collection permanente. Il y avait juste des affiches d'Expérience Goya. Bon, c'est le hasard du calendrier. Je pense que j'aurais préféré voir Expérience Goya. Alors, moi, j'ai une espèce de coup d'œil, puisque j'enquête sur les publics depuis tellement longtemps. Je sais reconnaître l'habitus du visiteur. Et donc, l'habitus du visiteur du Palais des Beaux-Arts de Lille un dimanche matin, c'est vraiment le public BCBG. Une minorité de public jeune étudiant qui faisait des farces avec les interventions du dessinateur de bande dessinée devant les tableaux célèbres, mais il ne restait pas longtemps. Mais l'après-midi, pour me changer les idées, et parce que je suis un fan de la culture scientifique, je suis allé au musée d'histoire naturelle de Lille. Alors là, l'habitus du visiteur n'a rien à voir avec celui du Palais des Beaux-Arts. D'abord un public familial, avec beaucoup de jeunes, et un public heureux. Vous ne pouvez pas savoir, d'entendre. Non, mais c'est saisissant. Un public heureux, qui rit, qui est joyeux dans l'exposition. On ne trouve pas ça au Palais des Beaux-Arts. Et puis juste un mot sur les plans reliefs, dont j'ai parlé si souvent dans mes cours de muséologie. Et je dois dire que le nouvel habillage avec l'invasion des dispositifs pédagogiques, du point de vue muséographique, c'est pas très... Enfin, pour quelqu'un qui est un amateur de ce type d'objet, c'est un grand changement. Voilà. Mais c'est un pur témoignage. Non, mais ça fait du bien d'entendre des critiques de temps en temps. Ouais. Alors, sur l'habitus des visiteurs, je ne sais pas si vous connaissez les pratiques des étudiants le samedi soir à Lille. Pour que vous les trouviez à 10h le matin au Palais des Beaux-Arts de Lille, il n'y a aucune chance. Et pour ce qui est de... Puisque vous citez en fait l'Open Museum François Bouc, encore une fois, c'est 115 000 visiteurs, dont 40% de moins de 30 ans. Donc ça veut dire que c'est ce qui est rare dans un musée des Beaux-Arts. Donc vous êtes tombé sur un moment qui effectivement correspond plus aux visiteurs habituels, qui a le courage de se lever un dimanche à 10h. Voilà. Mais
Voilà, mais ça nous a frappé, si vous voulez, le premier Open Museum, il y a donc 8 ans, c'était le groupe R. La première remarque des agents de surveillance, c'est la première fois qu'on voit une majorité de basket. Voilà. Donc voilà, l'Open Museum est vraiment un moment, voilà. Mais pas le dimanche matin, je reconnais que là c'est tranquille. Et cela dit, si vous aimez les visites tranquilles, c'est le bon moment pour... Alors, peut-être juste un petit bémol. Moi, je suis allée au musée du Palais des Beaux-Arts à Lille avec 2 adolescentes qui ont passé 3 heures, qui ne voulaient plus sortir du musée et qui me disent régulièrement quand est-ce qu'on y retourne. Voilà, autre son de cloche. Bah, en tout cas, je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup. En tout cas, ça pousse aussi à une forme de modestie, c'est-à-dire qu'il y a autant d'expérience que de visiteurs. Et qui sommes-nous au final pour pouvoir... En tout cas, ça a été une grande chance pour moi et je vous remercie parce qu'en fait, ça ouvre terriblement le champ des possibles et des expériences. Et c'est vrai que si on arrive à convaincre nos décideurs, nos élus et parfois même le public lui-même de pouvoir expérimenter avec nous d'autres formes de temporalité, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour nous tous. Merci beaucoup en tout cas.